Lorsque vous parlez avec des anciens du Puy-en-Velay, certains vous disent que c'est une légende et d'autres vous disent que c'est la réalité. Donc faites-vous votre propre réalité. Et s'il existait un endroit où rien n'est impossible, où il serait possible de changer le monde? Tu veux y aller? You're not giving 120. You giving 70. You giving 60. You giving 50. And you want what these people who've given sweat, who's given blood, who's given tears, you want what they paid for, and it ain't free. Ma connexion se fait en recoupant les faits. Libérons la parole de ce mauvais méfait. Témoins étouffés par la peur du ridicule se mettent à douter. Personne pour écouter. Le phénomène est bien réel quand je l'ai goûté. Le mystère qui nous entoure n'est pas retouché. Touché. Connexion mystère. Fais pas dans la dentelle. Parle de sujets tabous, s'adresse à vous sur vos antennes. Traite de différents thèmes. Référents du genre, que t'aimes pas. Soit tu rentres ou soit tu sors. Bonsoir à tous. Alors je préfère dire bonsoir parce qu'il est on est en début de soirée mais le soleil se couche tard. On est au printemps donc je pense que c'est plus cohérent de dire bonsoir. Donc je vais aller à la rencontre de aujourd'hui qui aurait croisé le Dogman pendant qu'il roulait en voiture un peu plus bas ici. Il souhaite rester anonyme donc on va respecter son souhait. Je tiens à préciser, et ça c'est d'autant plus intéressant, que son observation a eu lieu en avril 2021. Ce qui veut dire que le même mois et la même année, il y a eu l'affaire d'Olivier. Donc vous savez, la personne des forces de l'ordre qui s'est déplacée en plein milieu de la nuit pour aller à la rencontre donc de ce couple d'agriculteurs pour savoir ce qui s'était passé, pourquoi il y avait eu des coups de fusil tirés. Et il faut savoir aussi que l'observation de Yannick s'est passée aussi en 2021, pas très loin du lieu de la rencontre. Donc moi, il me tarde d'en savoir plus et de connaître tous les détails. Donc je vous amène avec moi, on y va. Donc comme vous pouvez le voir au loin là-bas, il y a eu l'observation de Yannick, donc au pied du puits de Dôme. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Mika. Donc Mika, comment ça va? Ça va et toi Virgile? Eh bien écoute, ça va très bien. Alors, on n'est pas allé vraiment sur les lieux de ton observation aujourd'hui, mais elle se trouve juste un peu plus bas, hein, oui, c'est pas très loin. Vraiment en contrebas, juste à côté. Hein. Voilà, mais comme il y a passage de voitures, énormément de passages de voitures en journée, ça va être pénible pour marcher jusqu'au lieu de ta rencontre. Il va y avoir beaucoup de bruit. Donc on est venu un petit peu plus loin, dans un petit pré où il y a un petit plat comme ça et on est tranquille. Il y a les oiseaux qui chantent. On a une très belle vue sur
sur ce qui nous entoure. Et j'ai bien remarqué, comme tu le disais aussi, c'est que derrière quand même il y a le puits de Dôme pas très loin. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'observation qu'a eu Yannick. Mais j'apprends aussi que par la même occasion, tu as eu ton observation le même mois et la même année que le témoignage de Olivier, qui fait partie des forces de l'ordre, qui a dû se déplacer en plein milieu de la nuit pour une affaire que je vous invite à regarder sur la chaîne. Donc du coup, je pense que ton témoignage va venir donner encore plus de poids au témoignage de ces gens. Donc je vais te laisser te présenter déjà. Bon ben moi c'est Mika, j'ai à peu près la trentaine. Et en avril 2021, je revenais de chez un pote. Je partais de Clermont et je prenais la route qui passe derrière Volvic. Et il faut savoir quelque chose, c'est que moi je déteste la science-fiction, je tiens à dire ça. Hein. Je regarde que des documentaires, l'être humain est assez mauvais pour remplir nos écrans. Et du coup, je pensais jamais voir cette bête. Je n'ai jamais regardé un film sur ce genre de bête. En fait, ce que tu essayes de nous dire, c'est que tu n'as pas été influencé par des films, de tout ça. Non, moi j'aurais dit à mes enfants que ça n'existe pas et que c'est fait pour le cinéma, tout ça. Et donc je rentrais de Clermont en avril 2021, la même date qu'Olivier. Je rentrais de Clermont et en prenant cette route donc derrière Durtol pour rejoindre Volvic en fait. Je me suis trompé de route. Au lieu de prendre à droite à Volvic, au niveau de Saya, j'ai pris tout droit parce qu'il faisait noir à 2 h du matin forcément. Et je roulais et au bout d'un moment je me dis mais merde, il n'y a pas de forêt collée à la route à gauche, il n'y a pas de forêt collée à la route à droite. Normalement j'ai un pré à droite, j'ai un petit village qui scintille, machin. C'est à ce moment-là que tu t'aperçois que tu t'es trompé de route. Voilà, là déjà, moi quand j'ai croisé cette bête, j'étais en pleine... je comprenais pas, j'étais la merde, j'ai dû me tromper de route là, et où je pars surtout, parce que je connais pas du tout là où je pars. Et j'étais en mode complètement désorienté, et au loin, à la plus grande distance que j'ai vue après le virage, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça au loin. Donc moi, vu que mon père il m'a appris, que tout simplement, pour moi il n'y a que des biches, des cerfs, le gibier dans la forêt, on connaît tous, hein, on l'apprend à nos enfants, on nous l'a appris. Et donc moi je croyais que c'était un sanglier, quoi, un truc noir mais gros comme ça. Je savais que c'était pas un sanglier, mais pour moi noir comme ça et aussi gros, je me suis dit c'est un sanglier de Tchernobyl, quoi. Et je me suis dit c'est quoi ce truc, quoi, c'est ça. Et du coup je passe je le vois loin et plus je me rapproche avec ma voiture et plus je bade complet, quoi, et je prends peur. Je prends peur de ouf et dès que je le passe, j'ai jamais eu autant peur de ma vie, hein. Je suis quelqu'un, j'ai eu peur dans ma vie, que ça soit même des accidents ou quoi, on a tous eu peur dans nos vies et là c'était une peur de me faire bouffer, quoi. Il y en a qui disent une peur viscérale, donc si la peur viscérale c'est de se faire bouffer, bah oui, j'ai eu une peur viscérale. Et puis dès que je l'ai vu, j'avais qu'une idée en tête, c'était faire demi-tour pour revoir, quoi. Mais je l'ai pensé peut-être une quinzaine ou une vingtaine de fois à faire demi-tour, mais je m'enfonçais sur cette route que je connaissais pas et j'avais complètement zappé le fait que je m'étais perdu, hein. Je pensais qu'à une chose, c'était faire demi-tour. Et au bout d'un moment, je prends mon courage à 2 mains et je fais demi-tour avec une peur de fou, hein. Je sais pas comment j'ai fait demi-tour d'ailleurs, tellement j'ai eu peur de faire demi-tour. Et je réussis à faire demi-tour, mais je l'ai pas recroisé en fait. Et je l'ai pas recroisé, c'était plus là. Donc j'étais en petite vitesse, hein, je regardais à gauche, je suis pas passé à fond. Enfin petite vitesse, on se comprend, je suis passé moins vite que sur l'allée. Et du coup, pour finir, pour dire ce que j'ai vu, vous voyez comment ils prient les musulmans. Donc ils s'allongent sur le tapis, ils sont limite couché contre le sol, quoi. C'est pas comme une prière chrétienne où on est sur les genoux, on fait le signe de... Vous voyez, on est à moitié assis. Avec les bras allongés. C'est ça, voilà. Donc moi, ce que je peux dire pour comparer à quelque chose que je connais, j'ai vu, comme dans la série Viking, Ragnar Lodbrok avec... vous voyez, il a un grand manteau de fourrure,
Mais c'était bien plus large que Ragnar, quoi, dans Viking, ou que Conan le Barbare, par exemple. C'était une largeur d'épaule, mais complètement démesurée. Donc moi, j'ai pas vu les oreilles, la tête devait être penchée, vu que ça priait comme un musulman. J'ai vu l'arrière-train, j'ai vu l'épaisseur d'épaule, j'ai pas pu voir les jambes. Ça bouffait peut-être un truc au bord de la route, hein, mais moi j'ai pas cherché à regarder. Hein. J'avais un point d'interrogation immense sur ma tête, quoi. Mon cerveau il essayait de comprendre ce que c'était, et c'était large comme je sais pas quoi, un noir intense. Ça avait vraiment l'esprit manteau de fourrure, quoi. Mais c'était pas un mec déguisé, encore une fois. Mon père m'a dit c'était peut-être un mec déguisé. Non, moi je sais ce que j'ai vu, c'est un animal qui faisait je ne sais pas quoi au bord de la route. Mais c'était démesuré. Moi le truc qui m'a fait peur en fait, c'est que j'ai vu que c'était un animal, que c'était un truc qui respirait, et que ça vivait, quoi. C'était pas un cadavre au bord de la route, et que ça avait une largeur démesurée, quoi. Un truc de fou, quoi. Tout noir, et voilà, j'ai pas vu plus, mais ça a suffi pour que j'ai la frousse de ma vie. Et jusqu'à ma mort, et j'insiste, je répéterai ce que j'ai vu. Je répéterai mon témoignage, quoi. J'en parlerai pas à mes enfants tôt, mais un jour ou l'autre, si ça peut les pas... Enfin, ça existe, quoi. Et c'est ça qui me rend complètement malade, hein. Moi, depuis, je suis quelqu'un de passionné, j'ai plein de passions dans ma vie. Et ça a pris le dessus sur mes passions. Donc le soir où j'ai regardé le reportage de Virgile, Les témoins qui parlent, ou je ne sais plus, laissez-moi parler. Les témoins du mystère. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est Olivier. Yannick, ouais, Olivier, c'est l'autre truc. Ouais. N'ayez plus peur de parler, ouais, j'ai confondu les deux. Voilà, quand j'ai vu Châtel-Guyon, une petite ville qui est pas loin de chez moi, je l'ai vu s'afficher sur l'écran. Et que j'ai entendu derrière Olivier qui disait qu'il était de Clermont-Ferrand, bon là ça montait crescendo, hein. J'étais comme un fou derrière mon écran. Quand j'ai entendu qu'il a dit que c'était en avril 2021, mais j'ai complètement pété un plomb chez moi. Ma femme elle dormait, je crois qu'il était 2h du mat. Je suis allé la réveiller, je l'ai secouée comme un palmier, je suis pas un gars comme ça, mais là, il fallait que je lui dise que j'étais pas fou. J'ai appelé tous mes collègues de taf, à qui j'en avais parlé, et j'ai dit la preuve elle est là, je suis pas un fou, ils me prenaient pas pour un fou, mais ils avaient un doute, ils savaient que je mentais pas, je suis pas un menteur, mais ils avaient un doute, est-ce que c'est un mec déguisé ou je sais pas quoi, et donc voilà, moi ça m'a complètement retourné le cerveau, et il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai envoyé un mail à Virgile, donc il pourra attester, donc je suis pas devin du coup, et du coup, le mail que j'ai envoyé il y a 2 ou 3 ans à Virgile, où je dis la même date, quoi, c'est une preuve, rien que pour Virgile, que j'ai pas menti, quoi. J'ai témoigné 2 ou 3 ans avant que Olivier, le policier, je soupçonne d'Orion, témoigne et dise la même date que moi et la même année. Donc moi, là, à partir de ce moment-là, j'ai pris le lendemain, j'ai pas appelé tout le monde la nuit, j'ai juste réveillé ma femme pour lui dire. Le lendemain, j'ai appelé tous les gens à qui j'en avais parlé. Et voilà, je sais que moi j'ai une preuve du moins que j'ai pas menti. Voilà. Je cherche pas à prouver, mais c'est quelque chose qui t'a rassuré. Ah oui, j'ai bien fait de t'écrire un mail il y a 2 ou 3 ans, parce que quand je le ressors devant mes potes et qu'ils voient la date sur Outlook, ils disent mais ouais, c'est quoi ce délire, quoi. Moi je connais pas Olivier, hein. Donc c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et je m'en remettrai jamais. C'est devenu une passion. Et j'ai l'impression que ouais, tu cherches un petit peu à essayer de le retrouver. Ah oui. Pour pouvoir dire aux gens, regardez, ça existe. Ah oui, ouais. Ça soit inscrit dans la faune, même s'il y a des trucs qu'on comprend pas. Mais moi je dis souvent, les gens un jour ils vont mourir. Et moi, quand je vais mourir, je sais qu'en forêt, il y a des biches, des cerfs, des sangliers, et il y a cette bête. Voilà. Et ça me rend fou de savoir qu'il y a des gens qui meurent, par exemple. C'est vraiment ça, hein. Qu'il y a des gens qui meurent, et qui, en se disant, dans la forêt, il y a des biches, des cerfs et des sangliers, et puis c'est tout, quoi. Non, il n'y a pas que ça. Non, j'ai envie de prouver à l'humanité, à moi, enfin, c'est un besoin personnel aussi, hein. Mais oui, parce que peut-être qu'il y a des ça me rend fou de savoir que les gens ils croient que ça n'existe pas, alors que moi, j'aurais jamais cru. On me l'aurait dit, j'aurais dit... écoute, je sais que t'es pas un menteur, si c'est quelqu'un que je prends pas pour un menteur, hein. Je lui aurais dit, écoute, je sais que t'es pas un gars qui ment, mais t'as dû voir un mec déguisé ou un truc échappé d'un zoo. Et je suis très caractériel, et
j'aurais campé sur mes positions parce que je ne crois pas à la science. Tous les trucs de science-fiction ne m'intéressent pas. Alors les loups-garous, encore moins. Mais vraiment, quoi. C'est... J'aurais jamais vu ça à mes enfants. J'aurais dit non mais les loups-garous et les vampires ça a été inventé pour faire des films. Je ne pourrais pas dire ça à mes enfants. Plus tard, je me devrais d'être honnête et pas trop leur faire peur. Je leur dirai un peu plus tard. Hein. Je vais pas terroriser leur enfance, mais je serais obligé de leur dire que non, papa, un jour il a vu une bête. Un truc de fou, quoi, une largeur. Voilà, c'est Arnold Schwarzenegger à côté, il peut aller se rhabiller. D'ailleurs, en parlant de cette bête, Mika, est-ce que tu peux nous la décrire peut-être et surtout la taille? Ah oui, voilà, j'ai oublié de dire ça, t'as bien raison. Il n'y a pas de souci. Hein, ouais, c'est que là, voilà. Parce que j'ai le stress de revivre le truc, le stress de la caméra, enfin du micro. Voilà, quand je suis passé à côté, donc faut bien vous dire quelque chose. C'est que les musulmans, quand ils prient, ils arrivent en dessous des genoux. Hein. Et ben moi, ce truc-là, en priant comme un musulman, peut-être il rampait, peut-être il bouffait, je sais pas, à moitié allongé, hein, pratiquement. Ça arrivait à peine en dessous de ma voiture, hein, qui est une Clio 4. Et du coup, ça arrivait en peine en dessous du toit. Donc moi, je passe à côté de ce truc qui est limite recroquevillé au sol, qui essaye de se faire petit, mais même en étant petit, ça arrive en dessous du toit de ma voiture. Hein. Ça veut dire que ça arrivait à ta tête, quoi. Au niveau de ta tête. Ouais, mon menton, ouais, du coup, ouais. Ouais, ce qui fait très grand. Ah ouais. Et la largeur, enfin, c'est un truc de taré, hein. Moi, encore une fois, je me répète, hein, mais moi, je suis... quand je vois Yannick qui est traumatisé, moi, je lis en lui, hein, moi, je suis traumatisé aussi, mais pas comme lui. Je n'ose pas imaginer que ça m'aurait suivi jusqu'à une voiture pendant 2 km et de le voir derrière ma voiture. Donc, Yannick s'est senti en sécurité, arrivé dans sa voiture, et je peux comprendre, parce qu'il avec ses baskets, voilà, hein, il a été suivi comme ça, là, il aurait pu se faire bouffer ou je ne sais pas quoi, si elle aurait été méchante ou j'en sais rien. Moi, dans ma voiture, je me suis senti à aucun moment en protection. Hein. Non. Moi, pour moi, le gabarit que ça faisait, ma voiture, ça te l'a jeté dans tous les sens, en fait. Non. Du coup, quand tu dis que tu voyais cette bête comme si elle priait comme un musulman, ça veut dire que... Je traduis ça comme ça. Ouais, ben, c'est très bien, c'est très bien. Et tu dirais que du coup, ces pattes avant, qui sont sûrement vers le sol à ce moment-là... donc je les ai pas vues, oui. Semble longue. Ça j'ai pas vu parce que le truc était tellement carré que moi j'ai vu son dos, j'ai vu sa taille en mode comme quand ça prie comme un musulman. J'ai pas envie de dire accroupi parce que c'était pire que accroupi en fait. Accroupi t'es plus haut que ça. J'ose pas imaginer accroupi la tête à l'arrière-vous en fait, tu vois. Ça veut dire que si cette chose se mettait debout, mais en fait j'arrive pas à imaginer ce qu'a vu Yannick. J'ai regardé ton reportage, la hauteur, j'ai vu Claire me mettre la main et tout. Moi j'arrive pas à imaginer debout. Ouais. En tout cas ça donne l'impression que Yannick ait pu voir ce que toi tu as vu ce soir-là. Ouais. Même voilà, hein, je peux pas affirmer que j'ai vu le même truc que Yannick, mais ça y ressemble tellement. Enfin, quelque chose comme ça dans les bois, d'aussi gros, aussi massif, ça existe pas quoi. Enfin, si ça existe, mais bon, on m'a pas appris que ça existait. Hein. En fait, c'est ça, c'est que t'as envie de dire aux gens que tu n'es pas fou, mais que cette chose est bien là, qu'elle est bien réelle, et que... c'est un truc de fou. Et que c'est assez gênant de se dire que il y a des gens qui n'arrivent pas à essayer, du moins à essayer de comprendre, par exemple, ce que toi tu as ressenti, ce que toi tu as vu. Et je pense que c'est ça aussi qui te donne envie, parce que quand tu parles, moi c'est comme ça que je le ressens, j'ai l'impression que là tu parles à cœur ouvert, je le vois, tu trembles, ça me fait c'est pas évident, mais ça prouve aussi que les témoins, voilà, c'est pas des acteurs. Je pourrais pas raconter ça sans le revivre. Moi je le revis. J'avais du mal au début, je me disais à Virgile, est-ce que je vais avoir le trac de le faire devant un micro, mais je savais dès que je pars, après on m'arrête plus, hein, je revis le truc. Hein, vous me demandez 600 fois le témoignage, je vous le dirai 600 fois pareil, vous me le demandez sur
sur le lit de mort, ça serait le même. Ouais. Et moi, j'aurais jamais cru à ça. Et je comprends à 600, voire 1000% ou 20 000% que les gens ne me croient pas. Parce que moi, le premier, je n'aurais pas cru les gens. Je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru les gens. Alors, je sais que des potes à moi sont pas des menteurs, donc mon pote que je prends pas pour un menteur, je lui aurais dit, écoute, tu as vu un truc, je vois que t'es traumatisé et tout, mais ça devait être un mec qui a fait une blague. En fait, tu sais qu'il aurait vu quelque chose, ça c'est sûr. Ouais, j'ai un caractère trempé et Mais j'aurais dit, tu aurais ça n'existe transformé pas. sa vision en autre chose. J'aurais dit, tu as vu quelque chose, mais non, ça n'existe pas en fait, c'est dans les films. Bah, je peux te dire que je pense plus pareil en fait. Donc je comprends les gens qui. Moi qui je croient ressens pas. que tu as envie de prouver à la terre Ah entière ouais. que Wikipédia, qu'il y a bien quelque chose, Mika a voilà. découvert un. Je veux pas. C'est pas pour me jeter des fleurs. La preuve, je veux pas qu'on voit mon visage. Mais je veux que ça. Je veux que ça soit sur Wikipédia quand même. C'est dingue. Ça me troue les fesses. Hein. Je reste poli. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Mais Non, mais c'est, tu peux t'exprimer comme ça aussi. Ouais, j'ai envie, c'est ça, tu lis bien en moi, c'est ça, j'ai envie, c'est pour ça que tous les week-ends, je suis par là avec mon collègue avec les lampes torches, et on a peur des sangliers, on a peur de se faire charger par les sangliers, hein, parce qu'il y a les grainages en ce moment, les sangliers sont de sortie, on est avec des couteaux de chasse au cas où, mais bon, se battre avec un sanglier à main nue, enfin avec un couteau, c'est limite à main nue, mais bon, au moins on a... De toute façon, Bref, quand tu pars dans ce genre d'expédition, tu pars surtout pour toi parce que tu as envie de. Ah ouais, c'est plus En fort fait, que tu as moi. envie de te dire que t'es pas fou parce que tu ne l'es pas. Mm. Et aussi pour dire aux gens, cette chose existe. Ah oui, et oui. si en allant le soir me balader à tel ou tel endroit, tard dans la nuit, qu'une petite chance, mais une toute c'est petite ça, chance je veux de pas le la louper. croiser, de le voir, Oui. tu pourras dire aux gens, et je pense à certains proches que tu as autour de toi, parce que j'ai vécu cette situation il y a quelques heures, pour dire voilà, regardez, mince quoi, je suis pas cinglé, ce que j'ai vu, je l'ai bien vu, et sachant qu'en plus tu ne bois pas, tu ne fumes pas, donc je peux comprendre ce sentiment. Ouais, c'est... Moi, arrivé les dimanches, j'ai trouvé un copain qui m'a dit Mika, on y va. Moi, fallait pas me dire ça. Moi, ça fait 1 ou 2 ans que j'attends un gars aussi ciré que moi qui me dit viens, on y va. Et je suis pas ciré dans le fait que j'invente des trucs, c'est que je sais très bien qu'il y a des gens qui disent moi je l'ai vu, je veux pas aller le voir. Non, moi je veux le revoir. C'est intérêt de me foutre une frousse spatiale ou intercosmique, une grosse frousse pour que j'y retourne pas. Je pense que j'aurais vécu ce qu'a vécu Yannick, je n'y retournerai pas. Je le pense. Mais moi, tous les dimanches, je m'habille avec les habits de l'armée mon pote fait pareil, on s'habille comme des forces spéciales, lampe torche sur la tête et on y va, let's go. Et moi, j'attends tout le temps ça. Je dis à ma femme, on sait jamais, si je reviens pas, tu dis aux gendarmes, je suis parti autour de la Tour Toul, entre Durtol et Volvic, on sait jamais, je me fais charger par un sanglier et tout, encore une fois. T'as vu les images que je t'ai envoyées, on a des couteaux, c'est pas pour faire les fous... non, c'est parce qu'on a peur des sangliers en premier. On peut très bien chercher cette bête et se faire défoncer par un sanglier. C'est ça, c'est que tu restes on est conscient, dans l'idée que... On est entouré de chasseurs, on les connaît, Oui, tu restes dans l'idée quand même que très terre à terre, mais la première chose que tu risques de croiser, c'est les sangliers. Ouais, et on nous dit ici, ils font 110-120 kilos, un sanglier qui te charge, ça te laisse... D'une fois que ça te met la balayette avec le museau, les défenses, et que tu es par terre, tu te relèves pas. Donc ça, j'en suis conscient. J'ai toute ma famille chasseur et agriculteur. Donc voilà, on est conscient. Et des fois, avec mon collègue, on fait demi-tour, quoi. On entend les groins. Ou enfin, oui, c'est-à-dire que c'est important de le dire. On se casse. À travers ce que tu es en train de nous décrire, c'est que tu prends des risques, mais ils sont mesurés quand même. Ouais, on fait attention. Si tu vois qu'il y a un danger un petit peu... Oui. Enfin voilà, tu fais attention quand même. Ah oui, mais ça me bouffe un peu la vie comme Yannick, je vais pas vous mentir. Quand les témoignages sortent, les reportages sortent, je me les mets de côté pour le jour où tout le monde est couché, le soir où tout le monde est couché, que moi je suis tout seul. Je me prends une petite pizza, un truc, moi qui mange pas des trucs gras ou quoi. C'est mon moment à moi. J'ai regardé les témoignages à Virgile, je sais pas combien de fois, au moins 2 fois tous, parce que je suis traumatisé. Les reportages, je les ai regardés, sans exagérer, 3 fois, tous. Ah ouais, putain. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mika, parce que tu nous livres là un témoignage poignant, je le dis, parce que je suis avec toi, à côté de toi. Les gens ne te voient pas, mais je te vois trembler, je te vois en panique.
enfin, quand je parle à Yannick, c'est ce que je ressens aussi, Claire. Je sais pas ce que tu en penses. Donc, Claire qui est à côté de moi, hein, qui se fait très silencieuse. Hein, mais c'est vrai que Yannick, pareil, quand il en reparle, il tremble, tu vois, et ça, quand même, ça transpire des témoins. Ça me brasse en fait, parce que je le vois tellement mal et c'est impossible qu'il raconte des calembredaines, quoi. Il est là, il est dans le truc, tu trembles, Mika, je vois que ça va pas du tout. Et il est dans son truc, il revit la scène constamment. Je revis la scène. Tu revis la scène constamment et ça se voit en fait, il n'y a pas... Et enfin clairement, voilà, vous le voyez pas, c'est un gars qui est échappé, on pense pas que ce gars-là peut avoir peur de quoi que ce soit, vraiment. Mais là, moi je suis brassée, quoi, vous voyez, j'ai la chair de poule, voilà, je suis vraiment... Surtout qu'il fait de son mieux pour essayer de tout détailler, de s'exprimer. Parce que c'est vrai que des fois les gens, il faut qu'ils comprennent que les témoins, quand ils viennent parler comme ça, enfin je veux dire, Mika, il n'est pas tous les jours devant une caméra ou en train de livrer son témoignage. Comme ça, il ne s'est pas entraîné pour le faire, il sait pas. Et donc c'est pas évident comme ça. C'est pas nécessaire. Et donc c'est pas facile. Et je trouve que vu qu'on voit qu'il revit ce qu'il a vécu, il prend sur lui, et c'est pour ça que on comprend encore mieux à quel point un témoignage est précieux et à quel point le témoin se livre. C'est pas un exercice évident, hein, vraiment. Non, ça l'est pas. Et puis revivre la scène, Mika, tu dois suffisamment la revivre tous les jours de ta vie. Donc la revivre là, en mettant des mots dessus, parce que t'en as besoin, c'est nécessaire. Il faut exorciser, c'est la catharsis en fait. Hein. Il faut que tu sortes ce que tu as parce que tu as besoin qu'on te croie. Et oui, c'est comme ça que je le ressens aussi. C'est impossible. Mais voilà, on le sent, on le ressent. Il n'y a pas de triche, quoi. Là, ah non, là c'est impossible. De suite, on comprend le message. Bien sûr. Je veux dire, on pourrait te calquer ton attitude sur celle de Yannick. C'est exactement la même chose. Mais c'est pas copié. On pourrait calquer, c'est pas la même chose. Ça veut dire que voilà, tu trembles, ton regard est assez affolé, tu regardes à droite, à gauche, tu es là à toucher les bras. Enfin, il y a des gestes qui trompent pas en fait. Hein, donc voilà. Impossible que ce soit un mensonge, c'est pas possible. Donc après, ben voilà, les gens font leur chemin. Ceux qui croient pas, c'est tout à fait respectable. Maintenant, moi là, si on me demande mon avis, excuse-moi de te couper, Claire, mais surtout qu'en plus Mika dit bien, si moi je l'avais pas vu, je serais le premier à dire non, t'as vu autre chose. C'est-à-dire qu'il l'assume, vraiment, il dit les choses. C'est d'une rectitude absolue, quoi, voilà, en fait, hein, une rectitude absolue, droit dans ses pompes, voilà. Il sait que si c'est arrivé à un de ses amis, et un ami, il le verbalise, d'ailleurs tu le verbalises très bien, si c'est arrivé à un ami, ben, il aurait dit ok, tu mens pas, d'accord, j'entends ça. Sauf que ce que tu as vu, ça devait être un mec déguisé, c'est pas possible en fait. Bah non, on peut pas croire quelque chose pareil. Comme l'a dit Yannick, je suis tombé, j'ai vu quelque chose qui n'était pas censé exister. Exactement. Ouais. Je m'en remettrai jamais, hein, moi, de ça. Hein. Mais ça me fait trop mal au cœur. Ouais, mais moi je prends ça comme, je crois en Dieu et je prends ça comme un signe de Dieu. Enfin, j'ai eu la chance de le voir. Donc faut pas que ça te fasse mal au cœur, Claire, mais... Je remercie la vie d'être tombé dessus et je veux le revoir. Même Claire elle me dit c'est dangereux, viens pas vers chez moi et tout, oui. Mais putain, moi j'ai envie de le revoir, hein, ça me bouffe trop en fait. Bien sûr que je peux. Il aurait fallu que je sois suivi comme Yannick, je pense, pour pas vouloir le voir. Je pense sincèrement quand même, il y a des limites. Hein. Tu dirais, Mika, la peur de se faire bouffer comme ça, sans aucune protection, 2 km, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Yannick, s'il voit un psy ou quoi, moi je comprends tout à fait, j'en aurais besoin aussi. Complètement en fait. Toi tu penses aussi, Mika, que ça dépend des circonstances de l'observation? Ah oui. Moi je l'ai croisé en voiture, je roulais à 70-80, ouais c'est ça, ouais je pense, parce que j'étais perdu, donc j'étais pas à plein ballon. Moi j'étais dans la voiture, donc moi tout mon témoignage c'est jouer de la voiture et ça m'a créé une peur, donc il aurait fallu que je rentre dans un monster truck après pour me sentir en sécurité. Si je le vois dans la nature et que je me retrouve dans la voiture, je suis sûr qu'avec l'habitacle ça va me faire comme Yannick, un sentiment de sécurité. Mais moi j'ai eu peur dans ma voiture comme jamais, hein. Et la peur de faire demi-tour, ça je m'en souviendrai toute ma vie, hein.
juste la peur de faire un demi-tour. Parce que le cerveau, il prend le dessus, on se dit, ça se trouve, ça peut te courir derrière d'une fois que ça t'a vu. Voilà, parce que vu comment c'est foutu, enfin, je l'ai pas vu courir moi, mais je me dis, mais ça te retourne une voiture comme ça, quoi, tu sais. Ça fait 2 fois Ragnar Lodbrok de dos, ou 2 fois Conan le Barbare, et je dirais peut-être même 3 pour être précis. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai vu un tas de fourrures, en fait, au bord de la route, mais ça n'existe pas, quoi, en fait. Enfin, si, ça existe, tu vois, mais... Ouais. Mais c'est pas censé exister. Bah oui. Moi, j'ai C'est pas jamais regardé censé aucun exister. film sur des loups-garous. Mais Aucun. plus. Aucun sur les vampires. Des En fois, plus. je passe derrière mon canapé, je vois que ma femme regarde Twilight, je vois qu'il y a un loup-garou, ok. Enfin, avant que j'ai vu le témoignage, ouais, moi, je retourne à mes occupations. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout, ce genre de choses. Et c'est pas pour ça que là, maintenant, je regarde des films de loups-garous. Parce que je sais que bah, c'est du cinéma, c'est Ouais, du pipeau. Moi, je bien veux sûr. voir le vrai, en fait. Tu sais faire la différence. Ouais, voilà. Oui, t'as été confronté à ça, quoi. Moi, je veux voir le vrai. Je regarderai jamais un film de loup-garou, quoi. Ça m'intéresse pas. Je veux voir le vrai, quoi. Je veux pas voir... du coup, les légendes partent bien de quelque chose. Et moi, ça, je le pensais pas, quoi. Et t'as besoin de le revoir. Pourquoi? Pour être sûr que ça existe. Ouais, pour être sûr. Et je sais pas si... Même toi, en fait, tu l'as vu, mais même toi, t'as besoin de le revoir. Ouais, ça m'a Mais déclenché Yannick une passion. Yannick, en fait, il J'ai une passion. est dans le mood... quand on est allé de nuit dans la forêt, là où il avait vu la créature, il m'avait dit, Claire, j'aimerais tellement qu'il vienne. Il dit, je suis mort de trouille, mais je veux que vous le voyez, pour que vous sachiez que ça existe. Je prie le ciel pour que Virgile tombe dessus, en fait. Voilà. Ou que Parce que c'est une... quelqu'un appuie sur un appareil photo, et même en faisant ça, on va nous dire, on est en 2024, les effets spéciaux, ils font des costumes incroyables de loup-garou, on en a tous vu, des costumes incroyables. Ouais, bien sûr. On n'aura jamais, même avec la photo 4K d'un loup-garou, on remettra en question les effets spéciaux, machin et tout. Des gens qui font des lives, et j'ai jamais vu, et je vous regarderai jamais, hein, les gars, qui font des lives sur les témoins, c'est des... Eh ben venez me le dire en face et vous allez comprendre, vous allez danser la polka. Parce que moi je sais ce que j'ai vu et j'aurais jamais cru. Et il faut arrêter un peu de vouloir mettre des bâtons dans les roues de tous ces gens qui l'ont vu. J'aurais posé 5 000 €, je le dis souvent, ou même 10 000, ou 1 million si j'ai 1 million, sur la table en disant ça n'existe pas. Si ça existe, je te donne 1 million. Je sais que ça n'existe pas, je te donnerai jamais 1 million. Eh ben j'aurais perdu 1 million. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Eh ben, écoute, merci Mika pour ce coup de gueule que je m'attendais pas. Mais j'ai pas pensé vient non du plus, cœur, ça hein. m'est venu comme ça, comme un éclair. Il n'y a pas de souci. Mais écoute, on va en rester là parce que je te sens... on va se reposer un petit peu, Ouais, ça échanger. me fait monter en pression. Ouais, Mais c'est normal, c'est normal. Je Et puis revis le truc. c'est pas évident. Hein. De toute façon, Claire peut te le dire, hein, parce qu'elle m'a suivi sur les 2 derniers reportages. Elle me permet aussi d'avoir un pied à terre, hein, pour venir vous rencontrer à vous les témoins. Elle a vu autant que moi la sincérité. Enfin, voilà, il y a des choses qui se dégagent quand un témoin parle. Et c'est vrai que plus que le voir, en fait, c'est le ressentir. Et c'est pour ça que j'invite les gens vraiment. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on vienne dire aux gens, enfin qu'on veuille, qu'on ne croit pas. Oui, ça, je peux comprendre. Mais si on veut les décrédibiliser, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de faire du terrain, c'est-à-dire venir en face, voir un témoin en face à face, et lui dire, et voir, voilà, et l'écouter, regarder ce qu'il ressent, ses gestes, sa gestuelle, sa façon de parler, de s'exprimer, tout ça. Et je peux vous dire que ça fait réfléchir, et peut-être qu'à ce moment-là, vous se direz, ah, peut-être que finalement, c'est pas que des conneries. Ouais, évidemment. Dans les bois sombres, la lune monte haut. Appelle-moi prédateur, loup-garou guette mon croc. Mes griffes déchirent le voile, ma voix déchire le ciel. Je sors la nuit, je traque ma proie, pour moi c'est l'essentiel. Mes yeux jaunes brillent dans l'obscurité. Je passe à l'attaque sans bruit, avec férocité. Mes crocs sont affûtés, prêts à déchiqueter. Maître de la nuit, personne peut m'arrêter. Je fais trembler ton corps quand nos chemins se croisent. T'oublies la vie, t'oublies la mort, figé, le temps se passe. Victime témoin s'efface quand on est face à face. L'homme éteint le pour l'homme, tout ça n'est qu'une farce. Une ombre dense t'invite à vivre un moment intense. Une rencontre qui dépasse ce que tu penses. Une existence ancrée dans la légende terrorise les gens au point de perdre ce qu'ils ont entre les jambes.
Je me trouve ici même à l'endroit où Maylis aurait vu donc son Dogman blanc qui aurait donc apparu ici et qui aurait sauté ou couru donc de ce côté de la route. Alors pour vous expliquer tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de trucs dangereux, genre parachutisme, escalade, motocross, j'étais dans les commandos para, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai 34 fractures à mon actif, une blessure par balle, une blessure par arme blanche. C'est Chuck Norris là. Tout ça pour vous dire que je suis pas quelqu'un d'influençable comme ça, quoi. Et même si vous n'êtes pas influençable, un peu scotché par ce que vous avez vécu, c'est ça? Oui, il m'est arrivé plusieurs trucs, mais là, ce truc-là, ça a été, pour vous dire que ça a été la plus grande terreur de ma vie, quoi. Ah oui, carrément. Oui, carrément. En fait, moi, je crapahutais beaucoup dans les endroits les plus sauvages. Je faisais beaucoup, pas de la survie, mais presque. Je partais avec mon chien, je crapahutais dans les endroits sauvages. J'étais assez solitaire sur beaucoup de choses, et puis j'ai adoré ça. Ouais. Et puis un jour, je vais dans les Cévennes, à un endroit où j'étais déjà allé pourtant, sauf ce coin où je vais, bon, il pleuvait, il y avait du brouillard, et je rentre dans une forêt que je connaissais pas, et puis c'est là que tout a été, j'ai senti. Alors c'est bizarre de raconter ça parce que j'ai rien vu de matériel, mais j'ai senti quelque chose de très très mauvais, de très agressif,
et là, j'ai vraiment senti que j'allais mourir et que j'ai sorti mon poignard de chasse, etc., pour me défendre, parce que j'ai pas le caractère à me laisser bouffer comme ça, mais je savais que je pouvais rien faire, quoi. Et j'étais terrifié, mais vraiment terrifié, parce que je savais que je pouvais rien faire face à cette puissance, cette j'allais dire méchanceté, mais c'est même 100 000 fois plus gros que ça, quoi. Comment c'est survenu? C'est-à-dire à quel moment vous vous dites j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de méchant ou de très mauvais en face de moi ou à côté? C'était pire que ça, c'est quelque chose qui voulait ma vie, qui voulait ma peau. Quand je suis rentré dans la forêt, j'ai fait, je sais pas, peut-être 100 mètres dans le brouillard, et puis j'ai senti cette présence, mais c'était tellement fort. Et comment, excusez-moi, comment vous sentez? C'est-à-dire que quoi? C'est physiquement sur la peau? Vous sentez il y a du froid, il y a quelque chose? Oui, c'est comme si ça prenait tout l'air, l'espace autour. C'était pas que sur ma peau, c'était dans l'espace autour de moi. Alors justement, le brouillard, est-ce que vous n'avez pas la sensation que ça vous a quand même plongé dans une ambiance assez particulière qui aurait pu vous amener à penser que vous étiez en état de danger? Non, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de dormir à la belle étoile. Je me fais des canges. Non, ça m'est déjà arrivé d'être dans le brouillard. Et là, j'étais accompagné de mon chien. Et je suis sûr que mon chien, là, m'a sauvé la vie. Alors justement, Patrice, la réaction du chien, parce que alors là, l'animal est quand même très sensible et sent des choses. Est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a senti la même chose que vous? Absolument. Il s'est mis à aboyer. Il est parti attaquer. Mais attaquer quoi, je sais pas. Il est parti dans le brouillard, et tout en aboyant. Et c'est là que je dis qu'il m'a sauvé la vie, parce que quand je le sentais partir, alors cette puissance que je sentais très proche, finalement, elle devait pas être à moins de 50 mètres ou 30 mètres, parce que le chien, il a quand même fait du chemin avant que je sente la nuisance refluer. Mais alors, juste Patrice, juste vous dites une nuisance. C'est-à-dire quoi? Vous ressentez quoi? Un mal-être, le danger, la carrément, peur? je sentais que j'allais mourir. À ce point-là? Je sentais que c'était quelque chose qui voulait ma vie, qui voulait ma peau, et qui était mauvais plus que tout ce qu'on peut imaginer. Et ça arrive d'un coup, c'est en fait d'un seul coup vous avez. C'est arrivé presque d'un coup, oui. D'accord, c'est pas parce que quelquefois on peut rentrer dans des maisons, des appartements où on se sent pas tout de suite à l'aise. Ouais, les vibrations du lieu, etc. C'est pas terrible. Non, mais là c'est pas pareil. Vous rentrez dans la forêt confiant et là d'un coup ça vous arrive. C'était très agressif, très agressif. Et donc aucune alerte avant, c'est-à-dire que avant tout ça, vous n'avez jamais vécu quelque chose dans ce genre-là? J'ai vécu beaucoup de choses, mais jamais à ce niveau, non. Alors, vous sentez ça, votre chien court après cette chose que vous ne voyez pas, et qu'est-ce qui se passe? À partir de là, la menace, parce que c'était une réelle menace, a reflué, s'est éloigné. D'accord. Le chien toujours après. Alors je sais que ça paraît bizarre que ce soit le chien qui ait fait refluer une menace qui était 100 fois plus puissante que moi. Mais c'est comme ça, je peux pas expliquer ça. Et quand vous avez senti que il y avait moins de poids sur la poitrine, que vous aviez moins peur? Exactement, je ressentais carrément tout autour de moi, parce que ça prenait vraiment, pas que sur moi, ça prenait vraiment tout l'espace autour de moi et dans la forêt, quoi. Vous avez un esprit rationnel, c'est ce que vous nous avez dit dès le départ. Après, quand ça arrive, je pense qu'on n'a pas le temps de réfléchir et que si on a peur, on a peur. Mais par contre, après coup, vous vous dites quoi? J'ai halluciné, j'ai eu une peur bleue pour pas grand-chose, ou au contraire, vous vous êtes convaincu, a priori c'est le cas, vous êtes convaincu aujourd'hui d'avoir eu affaire à une entité extrêmement mauvaise ou à autre chose? Non, je suis convaincu d'avoir eu affaire. Je vous dis, j'ai vécu des situations chaudes, très chaudes. Je vous dis 34 fractures, énormément de blessures. Et pour vous, c'était quoi cette chose alors? Parce que effectivement, il y a un côté pour vous malveillant, malfaisant, sombre, etc. Mais est-ce que vous avez imaginé que c'était, je sais pas, une bête? Qu'est-ce que ça peut être? Ou une entité venue d'ailleurs? Mon ressenti, c'était ni humain ni animal, parce que j'aurais pas eu cette peur. J'aurais peut-être perdu face à quelque chose de plus gros, etc. Mais je me serais défendu quand même. Vous êtes croyant? J'aurais pas eu cette peur. Là, c'était vraiment une peur terrible. J'étais terrifié. Mais prêt à pas me laisser bouffer, mais terrifié quand même jusqu'au dos, quoi.
Et je vous dis, ça voulait ma vie. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça voulait ma vie. Nous voici dans le château de Polignac. Alors, nous sommes venus sur un lieu spécial, c'est-à-dire que je tenais vraiment à me rendre ici avec Claire, qui va donc nous en dire plus sur cette affaire. Ce qui m'amène en fait à être ici, c'est que on entend souvent parler de mutilation auprès des chevaux, ce qui est effectivement le cas. Mais il y a aussi, et ça c'est bon de le savoir, il y a aussi des mutilations sur les vaches. Et je pense qu'il est important d'en parler. Et donc c'est Claire qui va prendre le relais pour vous expliquer un petit peu, pas un petit peu, qui va nous expliquer tout ça. Et pour ce faire, voilà, j'ai préféré venir sur les lieux où ça s'est passé. Je trouve que ça fait plus sérieux. Et puis ça me permet, moi, d'imaginer la scène. Parce qu'ici, on a retrouvé donc, et Claire, tu vas me dire si je dis des bêtises ou pas, 3 vaches mortes, donc mutilées, je dis bien mutilées, et une vache complètement qui était devenue choquée, mais vivante mais choquée. Ouais. Donc quelque chose s'était passé qui a fait que l'animal était dans une condition qui encore à l'heure d'aujourd'hui peut-être qu'on a du mal à expliquer. Et pour les 3 autres vaches, on serait là face à une mutilation pas animale, mais plutôt une mutilation chirurgicale. Ouais. Mais bon, je vais te passer le relais, Claire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors en fait, ça s'est passé dans un pré, dans ce coin-là. C'est un pré qui est entouré de forêt, donc un pré qui est assez à l'écart. Et l'agriculteur qui avait ses 4 vaches, ses 4 génisses dans ce pré-là, le matin il est venu les voir normalement. Hein, voilà, les agriculteurs viennent voir leurs vaches comme ça va. Et il a trouvé 3 de ces 4 vaches mortes. Il y en avait une à qui il manquait la langue, une à qui il manquait un pis, une à qui il manquait une oreille. Et l'autre, la 4e vache, elles étaient toutes les 3 décédées. Et la 4e vache était complètement hagarde. Elle bougeait pas, elle était à côté des cadavres, elle bougeait pas. Et en fait, ces vaches, les mutilations étaient vraiment extrêmement précises, comme si ça avait été fait avec un scalpel. Mais vraiment, il n'y avait rien de cautérisé. Elles n'avaient plus une goutte de sang dans le corps, aucune des 3. Alors d'ailleurs, en parlant de sang, c'est vrai que tu as dit quelque chose d'intéressant. Oui. Dans la voiture, on a parlé, donc, en tout cas, je t'ai fait part de cette idée que le sang coagule et oui. donc... Alors, le souci, c'est que oui, effectivement, le sang pourrait coaguler, et ok, mais avant de coaguler, il coule. Donc on aurait vu sur les plaies du sang coagulé, justement. Ça fait des amas où ça coule le long du corps de l'animal, mais qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang autour de la plaie ou au sol, c'est du délire en fait. Et elles étaient toutes les 3 vidées de leur sang. Après, c'est vrai que le monsieur, lui, il n'aime pas trop en parler. Voilà, pour lui, et je comprends, son problème, c'est que l'assurance n'a pas pris en compte le décès de ces 3 vaches. C'est absolument dégueulasse parce que c'est quand même son outil de travail, entre guillemets. Et voilà, mais voilà, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. L'assurance n'a rien voulu savoir. Et voilà, ça s'est passé ici, dans un pré extrêmement à l'écart, en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, le pauvre monsieur a perdu ses 3 vaches. Ouais.
il n'explique pas lui-même pourquoi il a retrouvé ses vaches comme ça. Il n'aime pas en parler. L'assurance lui dit, eh ben, Ouais, excuse-moi, c'est pas compris dans sans, l'assurance. sans être impoli, et voilà, mais en gros, allez voir ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pas très respectueux parce que Non. lui, il a rien demandé. Ben non, Voilà. il est victime en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une chirurgie qui a été faite donc sur ces vaches. Il a expliqué à mon ami qui m'a raconté ça, qu'en fait on aurait dit que ça avait été prélevé, enfin il comprend pas du tout quoi. C'était extrêmement méticuleux, précis, comme si ça avait été découpé à l'emporte-pièce en fait, hein, et aucune goutte de sang, il a jamais vu ça en fait. Parce que les agriculteurs, évidemment, ils envoient beaucoup des bêtes mortes. Des vaches qui sont tuées avec la foudre, et ça peut être une vache qui meurt en vélant. Enfin bon, ils peuvent avoir plein de problèmes. Mais ça... Oui, puis après, ils sont pas nés de la dernière pluie. Enfin, je veux exactement. dire, s'ils voient qu'il y a une plaie qui est faite, comme à l'emporte-pièce, voilà, comme si c'était un spécialiste, un chirurgien qui était venu et qui avait fait ça. Enfin, ils sont pas dupes, ils savent. Bien voilà. sûr. Maintenant, comment expliquer que ceci ait lieu ici? Bon, on est à l'écart de tout. Ça a dû se passer sûrement en pleine nuit. C'était en pleine nuit. Voilà, en pleine nuit. Ce qui est important, et c'est ce qui est important de rajouter aussi, c'est, je l'ai fait juste avant de commencer l'enregistrement, c'est qu'on n'est pas, là on parle d'une mutilation animale, mais qui n'est pas faite sur des chevaux. Ouais, sur des bovins. Sur du bovin. Et il y en a beaucoup. Donc c'est important, même si j'ai une petite chaîne, je pense que c'est bien d'en parler et que ça encouragera aussi ces pauvres fermiers qui peut-être aimeraient avoir aussi des réponses, quelque chose en retour, c'est parce que complètement fou, quoi. Eux, ils perdent de l'argent, ils perdent du bétail, enfin, c'est choqué, ils sont victimes, hein. Donc voilà, si ça peut peut-être les aider, ne serait-ce que d'en parler, ben, faisons-le, parce que surtout qu'en plus, bon, en imaginant, en restant rationnel, que c'est quelqu'un qui vienne et qui s'amuse à scalper ces bêtes-là, bon, en pleine nuit, tout ça, bon, si vous voulez, mais il faut savoir quand même ici, il y a quand même pas mal de phénomènes d'observation d'OVNI. Et c'est aussi ce que vous allez voir pendant ce reportage, c'est que j'ai pris le temps aussi d'enregistrer Fabrice qui témoigne d'un phénomène aérien non identifié. Enfin, je sais pas, moi, attention, je suis pas là pour vous dire c'est des ovnis qui sont venus, qui ont fait des trucs et tout. C'est juste que... on sait pas. Voilà, je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler, quitte à même passer pour des zinzins, c'est pas grave, il faut en parler. Parce que, encore une fois, ce fermier, il en a, enfin, je vais dire les mots, il s'en bat les steaks, il s'en fout totalement, que ça soit un ovni, que ce soit autre chose. Lui, il perd de l'argent, il perd du bétail, que ça soit un alien ou un docteur qui soit venu en pleine nuit, lui il s'en fout, il veut juste comprendre le pourquoi des choses, mais surtout, voilà, que ça passe sur l'assurance parce que lui il a rien demandé et que, voilà, enfin... C'est pas lui qui s'est amusé à sortir à jouer le docteur, quoi. Donc c'est pas docteur Maboul. Et je vais même aller plus loin, le fait que l'assurance n'ait rien voulu savoir, hein, ça prouve bien que ça rentrait pas dans les cases pour être remboursé. Oui, aussi. Donc je veux dire, quand une vache est attaquée par un loup, t'es remboursé. Quand une vache est frappée par la foudre, t'es remboursé. Là, ça rentrait dans aucune case. Bah monsieur, vous n'êtes pas remboursé. Ça prouve bien que ça rentre dans aucune case, quoi. Donc, et j'ai envie de dire aussi que là, on est un peu face... Alors, moi, par exemple, j'avais l'idée du dogman. Je me dis que le dogman, c'est surtout cet aspect bipède humanoïde. Je pense que c'est quelque chose de multifactoriel. Ah oui, ça, j'en suis persuadée. Je suis parti dans cette idée-là. Mais je me dis, pour les mutilations, c'est un peu pareil. Parce que finalement, on a ces mutilations où c'est un animal qui attaque. Et on a ces mutilations où là, c'est fait... c'est fait par un professionnel ou je sais pas quoi. Mais en tout cas pas un animal sauvage. Voilà, ça, c'est sûr, et c'est fait par quelqu'un, par un groupe de personnes ou par Dieu sait quoi. Et c'est fait chirurgicalement. Donc là, on n'est plus dans une bête qui attaque l'animal. C'est autre chose. Et là aussi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu vois, ça rentre aussi dans cet aspect multifactoriel. C'est-à-dire que la mutilation peut avoir lieu à cause d'un animal qui veut se nourrir, ou il y en a, je sais, qui tuent par plaisir. Voilà. Et cet autre aspect de la mutilation, où là, est-ce que ça vient du ciel? Est-ce que ça vient de gars qui... Alors pourquoi ils feraient ça, je sais pas. Hein. Comment voilà, on en revient toujours même.
Par quel biais, comment Voilà. comment tu attrapes une bête en pleine nuit qui est complètement apeurée l'autre, elle était à côté, elle s'est même pas enfuie. Elle était à côté du cadavre des 3 autres, quoi. Et elle était choquée. C'est juste contre nature. Ouais. C'est contre nature. En tout cas, merci Claire de m'avoir fait venir ici. Et, avec plaisir. voilà, de partager ce témoignage, oui, parce qu'en fait, ce monsieur, je comprends qu'il veuille il veut pas bien en qu'on parler. en parle, mais lui, il veut pas en parler. Voilà. Mais je pense que le fait d'en parler, peut-être ça donnera la force à ces gens, Bien sûr. un jour, de se dire, bon, moi, voilà, j'ai perdu des bêtes, j'en ai marre. N'hésitez voilà, pas, quoi. En fait, n'hésitez pas. C'est le bon endroit pour le faire. C'est sur la chaîne de Virgile, Connexion Mystère. En tout cas, moi, je veux bien prêter du temps à ces personnes-là, s'ils en ont besoin, du moins pour se faire écouter, parce que c'est pas important. normal. C'est pas bien sûr normal. que c'est important. Absolument. Alors Fabrice, Oui, nous venons de nous délecter d'un succulent repas. formidable repas. Et je me suis dit que j'allais en profiter vu que c'est le soir. Parce que tu m'as fait des confidences sur une autre observation que tu aurais eue, mais cette fois-ci liée à des ovnis. Alors je t'ai écouté avec grand intérêt, mais j'avoue que par la suite, ça a pris des proportions où je me suis dit, oulala, en fait ça il faut le raconter, il faut le dire. Mais je vais pas spoiler plus, je vais te laisser la parole. Ouais, alors c'était en 2008. Par contre le mois, je me rappelle pas du mois, ça devait être, je pense, printemps ou tout début d'été, je pense. Et donc j'étais aussi à l'époque conducteur routier, je faisais une ligne régulière de nuit de Cavaillon à Fréjus, je faisais l'aller-retour 2 fois. Si tu veux, j'apportais un camion à Fréjus, j'en ramenais un autre à Cavaillon, je repartais à Fréjus, etc. Et donc, cette nuit-là, sur l'autoroute, j'aperçois sur ma droite une grande lueur blanche, très très blanche, et qui ressemble énormément à ce que l'on peut voir sur les stades de foot ou de rugby, ces gros lampadaires très lumineux. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, un match de foot à cet endroit-là, je ne me rappelle pas qui est une ville à cet endroit-là, c'est bizarre. Et puis je continue ma route, quoi. Et le lendemain soir, juste un peu avant l'endroit où j'avais vu cette grande lumière blanche, je vois passer en face de moi une boule toute verte, d'une grosseur, en gros comme si c'était un ballon à peu près, mais pas très haut, qui passe devant moi comme ça, et puis je la vois disparaître dans le brouillard, enfin ce que je crois être un brouillard, parce que en scrutant le ciel, je m'aperçois que le ciel est étoilé, vraiment on voit bien les étoiles, et là je m'aperçois qu'il n'y a pas du tout de brouillard, ce qui fait qu'en réalité la boule, que je pensais disparaître derrière le brouillard, elle s'est éteinte toute seule. Et ça a disparu. J'ai plus rien vu. Donc de là, je vais déposer mon camion à Fréjus, j'en reprends un autre. Je reprends l'autoroute du coup, mais en sens inverse. Et là, j'ai fait quoi, 2 ou 3 km, pas plus. À ma gauche, cette fois-ci, je vois une boule rouge. De la même grosseur que la boule verte que j'avais vue auparavant. Qui se déplaçait à peu près à la même vitesse, très linéaire, mais qui soudainement a fait des bonds comme ça, de haut en bas, mais très très vite, hein. Paf, 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 paf. Des zigzags, tu dirais? Non, moi c'était plutôt vertical. Comme le rythme du cœur, tu dirais? Ouais, mais très très vite, hein. Paf, paf, paf. Alors que dans l'aviation, on sait très bien que des changements angle droit comme ça n'existe pas. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça peut être? Une boule verte, maintenant une boule rouge. Et donc le même soir, je ramène mon camion à Cavaillon et je discute avec un chauffeur de la même société qui lui venait de Lyon. Et je lui explique ce que j'ai vu. Et là, il me dit, mais écoute,
écoute-moi bien, il me dit, moi aussi j'ai vu quelque chose. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as vu? Et lui me dit, ben moi entre Lyon et Valence, tout à l'heure, j'ai vu un espèce de grand boomerang, tout éclairé, passer devant moi, et il me dit, ça m'a impressionné, je ne sais pas ce que c'était, la même nuit. Donc il s'est passé quelque chose ce soir-là. Il y a eu plusieurs observations, et pas que de toi du coup. Ouais, pas que de moi. Pas que de moi. Et pour finir mon histoire, donc le lendemain encore, donc, puisque je faisais cette nuit-là tous les soirs, le lendemain, arrivé à hauteur de Fréjus, je vois une compagnie d'hélicoptères à la nuit tombante, une douzaine d'hélicoptères de l'armée, vraiment des hélicoptères armés, quoi. Et là, le truc qui m'a percuté, parce que normalement ça n'existe pas dans l'aviation, les hélicoptères, il n'y avait aucune lumière dessus. Aucune lumière, comme s'ils voulaient ne pas se faire voir. Et ça, j'ai trouvé ça... à l'endroit où tu as eu tes observations de la veille? À l'endroit où j'avais vu la boule rouge. D'accord. Pas la boule verte, ni la grande lumière blanche. D'accord. Et c'était le soir, donc du coup aussi. Ouais, c'était le soir. Okay. C'était le soir. Et ces hélicoptères, tu les as vus, aller dans cette direction ou planer autour? Non, ils y allaient droit. D'accord. Ils y allaient droit. Mais une douzaine, j'avais jamais vu autant d'hélicoptères d'un coup. Généralement, tu vois un hélicoptère, peut-être deux, tu vois. Mais là, en formation serrée, ils étaient en formation serrée, ils se déplaçaient assez vite. Mais ce que j'ai pas compris, sans lumière. Tous les avions, c'est obligatoire pour te signaler, tu as ces fameuses lumières qui clignotent. Oui. Et là, il n'y avait rien. Ou alors, ils avaient des casques avec des visions nocturnes. J'ai déjà vu ça dans les films. Oui, alors ça, après... Ou dans les hélicoptères, en fait, ils volent, mais tu entends le bruit quand même de l'hélicoptère, mais en fait, ils n'ont pas de lumière, et ils ont un casque à l'intérieur de leur casque, ils voient la nuit, en fait. Donc, je me dis, c'est peut-être une possibilité, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y avait il y avait quelque chose qui se passait pour en arriver à ce stade-là, quoi. Oui, effectivement, oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec grand plaisir. ce nouveau témoignage. C'est vrai que je l'ai écouté avec grand intérêt. Je me suis dit, c'est vrai que ça serait peut-être dommage de ne pas en parler. Donc voilà, merci beaucoup. Je voudrais maintenant relater le témoignage d'une mère et sa fille qui, lors d'une nuit, ont fait l'observation d'un objet très sombre dans le ciel. Elles ont dans un premier temps été réveillées par des vibrations à l'intérieur de la maison. Elles ont toutes les deux décidé de sortir la tête par la fenêtre. Elles ont pu à ce moment-là voir un objet sombre qui recouvrait le ciel étoilé. Quelques minutes après cette observation, elles ont entendu des hélicoptères passer dans le ciel qui allaient en direction de là où était passé cet objet très étrange. Cette observation s'est déroulée très près de là où habite Claire. Je suis dans la petite ville d'Ambert. Le soir, quand je regardais le ciel, c'était tellement dégagé que c'était magnifique. Et on voit une boule lumineuse qui traversait le Livradois tranquillement. Et d'un coup, on la voyait plus. Il y a une deuxième boule qui arrive, magnifique, qui arrive aussi, qui arrive au même endroit où la boule avait disparu. Donc du coup, je dis, mais c'est quoi ça? Et je dis avec ma copine, on se pose la question. On dit, mais c'est quoi ces boules lumineuses? Je sais pas. D'un coup, on voit un gros objet qui passe au-dessus de notre tête. Quand on a vu ce gros objet passer au-dessus de nos têtes, quelques minutes après, où j'ai regardé, où on a vu les petites boules lumineuses qui avaient disparu, d'un coup, on voit deux lumières. Moi, d'où je suis, donc je suis en plein milieu d'Ambert, et les boules lumineuses faisaient le long du Livradois. Elles suivaient le long de la montagne du Livradois. Donc, le lendemain, je vais travailler et je côtoie un ami qui habite par là-haut. Et je lui pose la question, je dis, mais t'as pas vu des trucs bizarres, une boule lumineuse ou des trucs comme ça? Il me fait, ah si, j'ai vu un truc partir comme pas deux, il est sorti de la forêt, c'est parti. J'ai dit, mais j'étais impressionné parce que même lui, il était bouche bée, il en avait la chair de poule quand il m'en a parlé. Et il me dit, mais je lui ai posé des questions, je lui ai demandé des détails un peu plus. Il me dit, mais j'ai vu ces boules, ils sont sortis de la forêt et ils sont partis
comme si ils étaient venus, quoi. Donc du coup, je dis, bah moi, je les ai vus, tu vois, sur le long de la crête, une boule qui est arrivée, elle s'est arrêtée, hop, on la voyait plus, comme si elle rentrait dans un espace où on voyait plus. Il y a une deuxième qui est arrivée, paf, pareil, au même endroit. Et là, je lève un peu la tête au ciel, et là, je vois un gros objet qui passe au-dessus, mais rapidement, le triangle. Je voyais. Triangle. Ouais, un gros truc, mais au milieu, c'était rouge. Il y avait une grosse lumière rouge au milieu de cet objet. Mais on voit bien que c'est pas un avion. Monsieur Christian Le Noël. Bonjour. C'est un honneur de faire votre rencontre. Oh là là. Alors, ma première question va être très simple. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans cette marmite cryptozoologique? Eh bien, je suis un ancien chasseur professionnel. J'ai exercé, je faisais des safaris de grande chasse au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique. Et en plus, je travaillais pour le groupe R100, hein, qui avait une revue de chasse, et je lui ai envoyé des articles. Et un jour, dans une de ces revues, j'ai vu un article qui était écrit par un médecin suisse, une vieille personne qui habitait en France, et qui parlait d'un lac dont je venais. Parce que mon premier métier, c'est topographe. Je faisais des routes en Afrique. Je faisais aussi des études pour faire des terrains d'aviation. Et j'avais été à un lac où pas un Européen n'y avait été. Les Africains qui m'ont accompagné, il y avait 30 km à pied dans une forêt inondée, m'ont dit tu es le premier blanc. J'étais avec un ami, on chassait, hein, donc qui vient à ce lac. Ce lac, ça s'appelle le lac Télé, qui existe toujours, qui est maintenant dans une réserve. Dans ce lac Télé, il y avait une petite île flottante où on a passé la nuit, et les Africains nous ont dit dans ce lac il y avait deux animaux qui étaient plus gros que des hippopotames, qui nous faisaient peur, hein, et qu'on a tués. Et on les a tués en faisant du bruit. Les gens qui ont mangé de leur chair, parce que l'Africain, il aime la viande, sont morts parce qu'ils n'ont pas fait attention qu'il y avait des poches de venin qui ont éclaté et qui les ont intoxiqués. Bon, voilà. Alors, alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Il me dit, c'est un rhinocéros d'eau. Je dis, mais il n'y a pas de rhinocéros dans la forêt, et en plus, en Afrique, il n'y a pas de rhinocéros qui vont dans l'eau. Hein, les rhinocéros qui vont dans l'eau, c'est aux Indes, hein, et donc... alors, ils m'ont dit, si, et puis,
s'en a été là, on a chassé, on a tué un éléphant d'ailleurs avec mon copain, et je suis rentré en France et c'est là que j'ai vu l'article dans la revue de chasse chez Hersan où le monsieur disait, voilà, je n'ai jamais mis les pieds en Afrique, mais je suis en communication avec une cousine qui est morte et qui me dit qu'en Afrique, il y a encore des animaux de l'époque des dinosaures. Donc, c'est génial. Alors, bon, je me dis, c'est pas possible. Et donc, comme les Africains m'avaient parlé de ça, de ces animaux inconnus qu'ils avaient tués et tout ça, bon, j'ai dit, bon, et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à m'intéresser. Alors j'ai été voir ce médecin qui habitait à Uzès, c'est pas très loin d'ici, qui m'a dit, mais monsieur Le Noël, je ne suis jamais allé en Afrique, moi c'est par médiumnité que je connais ça, mais il y a quelqu'un que vous devriez aller voir, c'est Bernard Velmans, qui est un scientifique, et qui a inventé une branche parallèle à la science pour tous ces animaux dont on entend parler mais qu'on n'a pas encore les preuves. Donc il m'a donné l'adresse de ce monsieur Velmans que j'ai contacté, il m'a dit venez donc. Il était à l'époque dans un château dans le milieu de la France, donc je suis allé voir, j'ai passé une journée chez lui, on est devenus amis, et il m'a demandé si je voulais devenir son représentant pour faire des recherches, puisque je repartais faire des safaris, quoi. Donc pendant 10 ans, j'ai fait des recherches pour lui, et j'ai trouvé des preuves, j'ai trouvé des photos de traces et tout ça, et il a eu la gentillesse de me citer dans un de ses derniers ouvrages, qui s'appelle les fauves inconnus d'Afrique. Parce que j'ai trouvé des traces du fauve à dents de sabre. Wow. Attendez, monsieur Christian, oui. Vous êtes en train de me dire que vous avez trouvé des empreintes du tigre à dents de sabre? Non, pas des empreintes. J'ai trouvé parce que j'en ai parlé aux Africains. Ouais. Et il y en a j'avais un vieux pisteur qui avait une quarantaine d'années, parce que 40 ans, c'est pas jeune. Il m'a dit, voilà ce qui m'est arrivé. J'avais 12 ans. Mais c'est incroyable. J'étais avec mon père, on tue une antilope cheval. Une antilope cheval, c'est plus gros que ça, hein, ça fait 300 kilos. Bon, donc elle était morte, on s'approche pour la découper, et sort de la brousse alors eux, ils appellent ça des tigres des montagnes. Tigres des montagnes. Voilà. Il dit, il y a 2 tigres des montagnes qui sortent. Il y en avait un qui était tout noir et l'autre qui avait des raies. Des stries. Ouais, enfin, bon. Tigres des montagnes, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est des animaux qu'il y a chez nous qui vivent dans les grottes, dans la montagne, quoi. Voilà, et qui sont plus gros qu'un lion, hein. C'est un peu plus gros qu'un lion. Voilà. Et il dit, les 2 tigres des montagnes, nous on s'est écartés, ils ont pris l'antilope cheval de 300 kilos et ils l'ont emporté. Pour emporter une antilope de 300 kilos. Deuxièmement, moi qui connais bien la faune de l'Afrique, il n'y a jamais eu de mélanésis dans les fauves en Afrique française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fauve noir. Donc quand il m'a dit qu'il y avait un tigre des montagnes qui était tout noir, il ne m'a pas menti. Parce que le pisteur que j'ai interrogé, il était illettré. Il n'avait pas été à l'école et tout ça. Donc je suis rentré en France comme tous les ans en vacances. Et j'ai ramené un livre avec des photos et des dessins. Et je l'ai mis devant les Africains et je leur dis, mais vous voyez l'animal là que vous avez vu? Il m'a dit, oui, c'est ça. Tigre à dents de sabre, incroyable. Alors, autre chose. Noir en plus. Je chassais, donc je faisais safari. Je fais un safari avec 2 personnes des Landes, des Français qui étaient dans Landes, dont un vieux monsieur qui avait 70 ans et qui voulait tirer un élan de derby.
Manque de chance, c'était au mois de mai, le vent tourne au mois de mai. Et on a été senti par le troupeau des Landes d'Herbie qui se sont sauvés. Bon, j'ai dit au monsieur, écoutez, ils nous ont pas vus, ils nous ont seulement sentis, on peut les rattraper, mais il y en a pour 2 heures de marche. Ah, il m'a dit non, je suis trop fatigué, je veux rentrer. Donc je lui ai dit, écoutez, rentrez. Et donc, moi, j'étais passé, il y avait une petite falaise, et j'avais aperçu dans un vallon l'entrée d'une grotte. Donc j'y vais avec ce pisteur qui était avec son père qui avait tué. On arrive dans le vallon, et là, un cri, comme j'avais jamais entendu. Et mon pisteur a dit, je veux pas aller plus loin. J'ai dit, mais écoute, tu m'as vu tirer des lions et tout ça, et des buffles. Bon. Alors j'ai dit, écoute, on va monter de l'autre côté, comme ça on verra. Alors on est monté de l'autre côté, et c'était pas un petit gratin de sable, malheureusement, c'était des hyènes. Les hyènes aussi crient. Voilà comment je suis tombé dans le pot de confiture de la cryptozoologie. D'accord, donc en fait, des personnes auraient vu donc ce qu'on appelle les Africains étaient... Il me disait, et alors j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'y en a plus maintenant? Il m'a dit, il y en a eu, on est certain qu'il y en a eu, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1945. Voilà. C'est incroyable. Et dites-moi, ces 2 animaux qui étaient dans le lac, étaient alors, énormes. dans le lac, c'était vraisemblablement un couple. Je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai des témoignages des gens du Congo, le lac Télé est au Congo, au Brazzaville, au nord, et j'ai aussi j'ai trouvé un rapport qui a été fait au moment de la colonisation, c'est-à-dire dans les années 1930 par là, parce que cette époque-là, il n'était pas encore complètement colonisé, un pisteur qui a dit, mais moi j'en ai vu un qui est sorti de la rivière et qui s'est mis à manger, parce que les Africains disent que c'est des animaux préhistoriques, et ces dinosaures-là ne mangent pas ils tuent les hippopotames, et ils tuent... mais ils ne mangent pas la viande, ils mangent des feuilles et de la végétation. Hein? C'est le Mokele-Bembe. Voilà. Vous savez, j'ai des... le Mokele-Bembe, je connaissais. Oui. Eh ben, le Mokele-Bembe, c'est au lac Télé. C'est ça. Les gens m'ont dit, ça s'appelle le... Et j'ai des documents, mon premier document, je crois, il date de 1800... J'ai retrouvé un document de 1870... où il parle, c'était un missionnaire, il y a un missionnaire jésuite, et ils disent qu'ils ont trouvé sur le bord du lac une empreinte avec 3 doigts. Mais je l'ai, moi je l'ai, je l'ai. Oui, mais pas au lac. Non. Moi je l'ai trouvé à plus de 1000 km de là, dans le sud Cameroun. Waouh. Ils étaient en train de construire un petit barrage, pas très grand. Bon, et donc je suis allé voir, pour chasser, je chassais toujours, bon, et il y avait une rivière avec les bords de la rivière étaient abrupts, et montaient à 25 ou 30 mètres. Et dans le bord de la rivière, il y avait du sable, donc j'ai vu les gens Et il y a un des ingénieurs qui un jour était descendu dans la rivière pour prendre du sable, je ne sais trop quoi, il est tombé sur cette trace. Il l'a photographiée, mais il a fait une erreur. Il aurait dû photographier plusieurs traces, parce que la trace à 3 doigts, ça ne peut pas être un hippopotame, parce que, je vous dis, les berges sont à 60 degrés, donc voilà. Et donc je suis allé dans la rivière où ça a été filmé. Donc j'ai ramassé la photo.
Bonsoir Egon. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, d'autant plus que nous sommes à Toulon, chez moi, hein, dans ma terre de soleil et de bleu. Alors effectivement, c'est une très belle ville. J'ai eu la chance de la visiter avec toi cet après-midi. D'ailleurs, nous avons eu la chance aussi de rencontrer Christian Le Noël, qui nous a fait voilà, visiter un petit peu sa maison, ses passions qu'il a entretenues toute sa vie. Ah, c'était un moment incroyable, hein, c'était une sorte de bulle, comme ça, une bulle de temps extrêmement préservée, avec des tas de souvenirs, enfin, un personnage... Haut en couleur. Oui, qui a vécu 1000 vies en fait. C'est ça, c'est ça. Et je suis content d'ailleurs d'avoir partagé ce moment avec toi. Mais ce soir, c'est à toi que je vais poser des questions. J'en ai 3. La première est très simple. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour l'ufologie? Bah écoute, en fait c'est l'histoire de toute une vie. En tout cas c'est l'histoire de toute ma vie. Je dois d'être tombé dans le chaudron très jeune et je le dois à mon papa. Mon papa était colonel et mon papa organisait quelquefois des dîners avec des amis pilotes. Et j'ai raconté plusieurs fois que effectivement ces dîners étaient extrêmement ennuyeux parce que pour l'enfant que j'étais, c'était d'un ennui putride. Hein. Ça parlait de l'Indochine, ça parlait de l'Algérie, ça parlait du Tchad. Enfin bon, je m'ennuyais vraiment. Mais j'ai l'habitude de dire, lorsque sur la nappe des dimanches, le vin poussait peut-être aux confidences et que la chair était goûtue, écoute, les amis pilotes se laissaient aller des confidences. Et ils racontaient par exemple qu'ils croisaient dans leur couloir de vol des objets absolument incroyables. Je me souviens d'un des amis de mon père qui racontait avoir vu un objet comme ça en forme tout plat, en forme d'ellipse, enfin, voilà, soucoupe traditionnelle, qui est venu vers lui, qui a tourné autour des ailes de son avion et qui a disparu à une vitesse prodigieuse. Et c'est vrai que pour l'enfant que j'étais, à ce moment-là, s'ouvrait un ailleurs magnifique. Voilà, ça devenait ma gourmandise buissonnière. Je m'enfuyais vers un ailleurs que je n'ai jamais quitté. Évidemment, ce qui était très étonnant, c'est que quand mon papa et que ses amis pilotes parlaient de ce sujet, on en parlait de façon extrêmement sérieuse. C'était des gens très pragmatiques. Les pilotes sont des gens qui ont vraiment les pieds sur terre, qui sont appelés à reconnaître chaque détail, hein, qui croisent leur couloir de vol. Mais quand je sortais de la maison et que je m'adressais, par exemple, aux parents de mes amis, on me regardait bizarrement en disant « le petit, il va pas bien, hein, la tête lui tourne, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc j'avais compris très très jeune, sans qu'on m'explique que c'était un sujet extrêmement névralgique, touchy, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'il fallait déjà le manier avec beaucoup de précaution. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans ce chaudron des ovnis et que j'ai commencé cette longue balade en terre ovni qui est passionnante. Puis mon papa s'en est allé en 1996, s'en est allé de l'autre côté des fleurs et j'ai eu envie de lui rendre un hommage et voilà, j'ai coécrit un premier livre avec un ami journaliste qui s'appelle Yves Coupry. Et la chose qui m'a paru absolument logique, c'était d'écrire un livre sur les ovnis parce que c'était des discussions extrêmement sérieuses que j'avais avec mon papa. Et voilà, ce livre a été le début d'une longue aventure. Merci beaucoup Egon. Alors, ma prochaine question. J'aimerais savoir, parce que tu traites quand même pas mal d'histoires liées à des rencontres du troisième type, et je ne te cache pas que cela me passionne, mais pour toi, quelle est la rencontre que tu préfères le plus ou qui t'a marqué le plus à travers tous ces récits? Ouais, je sais. Rude question, parce qu'il y en a énormément. Alors celle vraiment qui est dans mon cœur, pour une raison pareille, liée à mon histoire, c'est évidemment celle de Valençol. D'abord parce que
Ça s'est passé en Provence, c'est mon pays, je suis provençal, profondément provençal, même si j'ai perdu l'accent, mais qui revient vite. Et c'est ma première enquête en fait. J'avais 13 ans et on parlait beaucoup en Provence de cette histoire de Valençol. On disait que le 1er juillet 65, une soucoupe s'était posée dans un champ de lavande. Et alors, bien des années après, j'avais demandé un jour à ma maman de me jeter dans un champ de lavande à Valençol. J'étais avec mon copain Jean-Loup, mon pote Jean-Loup d'école. Et voilà, je me suis retrouvé à Valençol et j'ai essayé de rencontrer Maurice Mas qui ne voulait parler, je l'ai vu, mais il ne voulait parler à personne. Maurice Mas avait été extrêmement échaudé par l'excès d'attention, son chant avait été massacré par les badauds, c'est-à-dire Valençol était devenu le rendez-vous obligé des soucoupistes de tout poil à l'époque. Mais ça a été ma première enquête en fait, et donc Valençol reste évidemment dans mon cœur un cas absolument chargé d'émotions. Mais il y a beaucoup d'histoires. L'histoire du Mothman de Point Pleasant me fascine. L'histoire de Jean Ingley, qui est une Anglaise qui a vu 3 petits êtres secouer son sapin de Noël, est une histoire que j'adore. Mais il y a des tas d'histoires. Donc, si je commence là-dessus, là, c'est mon 4e livre et j'évalue à peu près, j'ai traité à peu près 180 cas. Donc tu peux imaginer que c'est très difficile de piocher là-dedans quelque chose. De toute façon, tu reviendras nous en parler parce que plus en détail. Moi, si vous voulez, je vous raconte des histoires absolument incroyables. Parce que n'oublie pas que tu dois venir sur la chaîne mais pour présenter ton dernier livre, mais aussi pour nous raconter aussi d'autres histoires de ce genre. Absolument, ça sera avec grand plaisir. Et bien tant mieux. Et attention, maintenant nous allons passer à ma dernière question, et pas des moindres. Je voudrais savoir si pour toi il y aurait un lien entre la cryptozoologie et l'ufologie. Si oui, il peut y avoir un tropisme entre les apparitions de ces mystérieux objets célestes et des observations de cryptides ou de créatures un petit peu baroques, sur lesquelles nos inventaires butent un peu, nos inventaires de reconnaissance et d'analyse butent un peu. C'est ça, une connexion entre l'ufologie et la cryptozoologie. Je parlais du Mothman, et c'est sans doute le cas du Mothman qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que au début, l'histoire du Mothman me paraissait un petit peu extravagante. Et puis j'ai décidé un jour de relever mes manches et de me plonger dans le dossier. Et plus je suis plongé, plus je me suis immergé dans le dossier, et plus je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose de très très troublant. Et c'est vrai que l'apparition de cette créature qui avait quand même des ailes une envergure d'ailes de 3 mètres, c'est incroyable d'amplitude. Cette créature qui est plus noire que la nuit, qui a des yeux rouges, fluorescents. Une des premières apparitions, il y a un chien qui disparaît d'ailleurs. Le propriétaire de ce chien dit qu'il aperçoit au fond de son jardin cette espèce de créature et qu'il y a des yeux rouges qui brillent comme les catadioptres de vélo, rouges. Donc évidemment ça m'a beaucoup marqué. Et puis je suis aussi féru de cryptozoologie. J'étais très ému de rencontrer tout à l'heure cette personne qui a travaillé avec Bernard Revelmans. Et Bernard Revelmans, c'est un de mes héros absolus. Les livres de Bernard Revelmans dans mon enfance ont changé ma vie, vraiment. Donc je me suis toujours intéressé à ces animaux, à découvrir encore. Et puis j'ai rapidement fait un tropisme entre certaines apparitions, de cryptides comme ça, avec des yeux lumineux dans la nuit, et puis tout ça accompagné d'une observation d'une sphère lumineuse ou d'un objet plat en forme de soucoupe à Point Pleasant. Il y a eu un nombre d'observations d'OVNI absolument considérable. John Keel, qui a enquêté à l'époque, dit les gens ne voulaient pas en parler, et quand j'ai ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire je leur ai demandé, il disait c'était jusqu'à 60 témoignages par jour. C'est ça, on avait observation de Men in Black, d'OVNI, donc du Mothman en même temps. C'est vrai que ça faisait beaucoup. Alors il y a les histoires aussi du Skinwalker Ranch. Donc
faut rester prudent, hein, c'est-à-dire j'essaie d'aborder ce dossier de façon plus factuelle. Disons que se dessine une éventualité, voilà, pour moi, qui m'intéresse beaucoup. Mais évidemment, je n'ai aucune preuve. Hein, je n'ai aucune preuve de ça. Si j'avais des preuves, ça serait formidable. Mais voilà, le dossier m'intéresse au plus haut point. Et donc pour toi, comment dire, est-ce que tu penses au fond de toi, intérieurement, que quand même ce domaine cryptozoologique pourrait être fortement lié à l'ufologie, ou tu dirais 50-50? Je pense qu'il y a... Alors, ça c'est vraiment très subjectif, hein, c'est-à-dire c'est mon humble ressenti et parce que, alors, à prendre à la pincette. Hein. Je te pose cette question parce que moi, ayant lu ton livre, c'est vrai que même moi qui fais des recherches donc, sur ces créatures fantastiques, sur ce qu'on appelle des cryptides, même si j'ai un petit peu de mal avec ce terme-là, tout simplement parce que on parle d'animaux non répertoriés par la science. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plus que simplement des animaux, pour certains en tout cas. Oui. Et c'est vrai qu'en lisant ton livre, j'ai pu voir qu'il y a eu des rencontres avec des êtres quand même qui sont très affiliés à ce qu'on appelle des cryptides, qui clairement se rapprochent d'un univers très cryptozoologique. Oui, il y a des cas incroyables l'observation d'un ovni avec des observations de ce qu'on peut appeler, par exemple, des Bigfoot. Alors, la cryptozoologie est aussi un dossier extrêmement vaste, dans lequel, à mon avis, il y a des animaux que nous n'avons pas encore répertoriés, qui sont des animaux, je dirais lambda, hein, des animaux tout à fait terrestres, ou aquatiques, parce que je pense que avant de faire le tour des océans, voilà. C'est pas de la veille. Mais effectivement, certaines observations me font penser à de typiques rencontres du troisième type. Voilà. Maintenant, de toute façon, nous sommes tellement démunis déjà face à ces rencontres du troisième type. Dans mon dernier livre, par exemple, j'ai tenté vraiment d'inventorier un maximum de rencontres et de dresser une sorte de bestiaire cosmique comme ça, de ces créatures. Et comme je dis, c'est une véritable giboulet d'êtres baroques devant lequel nous n'avons aucune explication. Donc tout est encore à fouiller, à interroger, à classer, à inventorier. Peut-être au fur et à mesure va affleurer une espèce de constante sérielle, en tout cas je l'espère. Écoute, le plus humblement du monde, j'essaie de poser mon petit gravier à cet édifice et puis autant faire se peut. En tout cas, tu le fais très bien et merci. Et c'est vrai que même moi, qui continue à me poser beaucoup de questions, je trouve que mettre de côté l'aspect ufologique des choses, je trouve que c'est une erreur parce que effectivement, quand on voit toutes ces rencontres qui ont été faites par des personnes tout à fait sincères et sérieuses, où on parle d'hommes velus, tout noirs, je pense aussi à cette rencontre qui a été faite en Finlande, où là on parle carrément du petit peuple, hein, oui, c'est-à-dire absolument. Des sortes de lutins. Jacques Vallée d'ailleurs avait fait un travail absolument magnifique, rendons-lui grâce, c'est-à-dire que c'est vrai que Jacques Vallée a été le premier à trouver dans notre folklore magique une équivalence, c'est-à-dire il y a des petits êtres, on a des cas où des créatures arrivent comme ça, descendent d'une soucoupe et donnent à manger. C'est ça. Ou complètement. Et on a absolument l'équivalent dans notre folklore magique. Jacques Vallée, dès les années 70, avait pointé du doigt, même si ça a beaucoup gêné une partie de l'ufologie qui était vraiment ce qu'on appelle tolé-boulon, c'est-à-dire pour eux c'était des objets manufacturés qui se posaient. De toute façon, on est face, ce qui est certain pour moi, c'est qu'on est face à un phénomène protéiforme, extrêmement complexe, qui est multiple, et dont on a du mal pour l'instant à comprendre et à voir l'unité. C'est-à-dire qu'on voit certaines facettes. On peut juste repérer certaines facettes. Voilà. D'accord. Écoute, en tout cas, je partage l'idée que ça soit un sujet très complexe.
Tout comme le mien, hein, comme tu as pu le voir sur la chaîne. Et je te remercie encore de cet entretien qui se veut plus intimiste, hein, c'est ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire, voilà, en savoir plus sur toi, Egon. Voilà, qui tu écoute, es. ça me touche beaucoup parce que le travail que tu fais, notamment sur le dogma, moi, c'est un travail qui me passionne. Je suis un fidèle, tu sais, dès qu'il y a de nouveaux témoignages. Et c'est vrai que, par exemple, par rapport à certains témoignages, ce dogman qui apparaît plus noir que la nuit, avec ses yeux fluorescents rouges dans la nuit, et si vraiment, à côté, on fouille hein, les témoignages du Mothman, il y a quelques équivalences. Oui, y a-t-il là une sorte de, je sais pas, peut-être d'explication, enfin de tentative, je sais pas, d'explication éclairante. Peut-être que l'avenir nous le dira. En tout cas, le travail reste à faire et il est passionnant. En tout cas, comme tu le dis, Egon, et je ne peux que le partager, moi, depuis que j'ai créé cette chaîne, effectivement, je suis passionné comme toi pour l'ufologie. Alors moi, à la base, je devais être juste un témoin qui témoigne sur une chaîne. Bon, au final, je me suis retrouvé à faire moi-même ma chaîne. Et je ne le regrette pas parce que ça m'a donné la chance, mais tu vois, de te rencontrer, de partager ce moment unique avec toi aujourd'hui, que ce soit avec Christian Le Noël ou avec toi, là, ici même, en entretien. Donc merci infiniment et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Avec plaisir. Non mais regarde, non mais Lulu, sérieux, c'est bizarre. Ah ouais, je vois là. Tu vois là? Ils suivent. Ils se suivent derrière lui. Eh, c'est pas des... Non, 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 c'est pas normal ça. Lulu. Eh, vous faites pas de maillage. Non, non, t'inquiète. Oh, non, mais je les vois les trois. C'est trop bizarre. On dirait qu'ils s'arrêtent, tu sais. Non, il y en a trois. Ça, tu les vois pas. Oh, putain. Faut vraiment les voir. Il y en a une qui est descendue en bas, regarde. Elle est descendue, regarde. Et l'autre qui monte. Et il y en a un autre derrière. Là-bas. Ouais, non, mais t'inquiète, on est sur le trottoir. T'as vu? Il y en a une qui s'est arrêtée. L'autre là-haut, là. Oh, c'est quoi ce truc-là? Putain, on voit mal, c'est chiant. Il y en a une qui est descendue vers le bas. Ça disparaît. Non, regarde, non, ça... regarde ce que ça fait. Ouais. Hop, et ça disparaît. C'est pas chelou. Non, j'ai rien pu voir. Ah là. Il est pas assez... Et l'autre il descend, regarde, t'as vu, il descend. Celui-là qui est... Et l'autre il revient, hop. Ça disparaît.